Mesdames, Messieurs, bonjour à chacun. Bienvenue dans cette session de l'information. Nous sommes ce jour, lundi 26 août de l'an 2024. Voici les titres de ce 13h. 5 blessés graves et des hectares de maïs et de coton dévastés par les hommes et les animaux. C'est le triste bilan d'une attaque faite par les éleveurs dans un champ à Boifort, un village de l'arrondissement de Guinée. Témoignage à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, les responsables de l'amicale des anciens élèves et professeurs du collège d'enseignement général 1 de Malanville étaient l'invité de l'émission Bonjour chez vous sur la radio Sauta FM. Au cœur des échanges, les actions à entreprendre pour mieux faire rayonner l'image de ce lieu de savoir. À suivre dans un court instant, Ali Kondo, il est vice-président de cette amicale. À suivre également dans ce journal, une note en sport, les préliminaires de la Coupe de la CAF 2025. Dadia FC franchit donc le cap, sans oublier les informations hors de nos frontières. Ce sera au Mali et au Togo. À la boucle, la revue de presse nationale de Lukman Routio. C'est là pour les titres. Merci de nous préférer. Sauta Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sauta FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, merci de préférer Sauta FM pour vous informer. Je voulais annoncer un titre, 5 blessés graves et des hectares de maïs de coton dévastés. C'est le triste bilan d'une attaque faite par les éleveurs dans un champ à Boifort, un village de l'arrondissement de Guinée. L'attaque a eu lieu ce samedi, donc, soit entre 23h à 0h. Selon un témoin, cette attaque serait donc faite avec les armes. Il nous fait ici le point des dégâts. Extrait de ses propos. Je me suis rendu dans notre champ pour pouvoir surveiller nos manœuvres et les bœufs qui viennent souvent dans le champ. Et c'est là que je suis allé. Donc moi je voyais des torches. Nous pensons que c'était nos copains qui venaient vers nous. Déjà c'est les peuls qui nous attaquent avec les fusils. 5 peuls qui nous ont entourés. Donc c'est en ce moment que je me suis abaissé et prendre la fuite pour chercher du réseau pour informer la population de Boy. C'est dans telles circonstances que vraiment j'entendais voum voum, 2 tirs et un tir simple, donc 3 tirs, mais je n'ai pas regardé derrière. Je ne sais pas honnêtement qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes au nombre de 5 personnes qu'ils ont blessées. En matière de dégâts, ils ont brouté le champ de maïs, de Namata et le champ de Pasteur Isaac de Boifort, de Yaro, de Gado. Tous ces gens-là, ils ont brouté le champ de coton. Ils étaient venus armés maintenant et nos manœuvres ont pris la fuite. C'est en ce moment qu'ils ont laissé notre dortoir. La farine que mon petit frère avait amenée, ils ont pris la farine, ils ont pris les condiments, ils ont pris le portable, le coupe-coupe qu'ils utilisent pour couper les bois, pour préparer. Donc ils ont tout ramassé et ensuite ils ont cassé la moto du pasteur. La situation relance une fois encore le débat sur les conflits devenus récurrents entre les éleveurs et les agriculteurs à Malanville. C'est pourquoi un sage profite de notre micro pour appeler les autorités à passer donc à l'action. Je vous invite à suivre son extrait. Nous ne pouvons plus rien contre ces éleveurs, mais nous comptons sur les autorités communales de faire quelque chose avant que ça ne soit tard, parce que c'est eux qui nous ont dit d'aller dans ces champs-là. Et présentement, nous avons beaucoup de champs de coton dans cette zone. Et à l'heure là, nous ne pouvons pas abandonner nos champs à cause de ces éleveurs. Mais c'est comme si ces éleveurs ne veulent pas qu'on cultive le coton au Bénin. Sinon, c'est quoi ça? Ça, c'est de la pagaille. Nous implorons vraiment la clémence des autorités. Il faut que quelque chose soit fait rapidement pour sauver cette situation. Parce que c'est cela qui peut nous éviter d'éventuels conflits. Aujourd'hui, ce sont les autorités elles-mêmes qui jugent mal cette situation. Tu trouves problème? Tu les appelles et ils donnent raison aux éleveurs. C'est ça qui les pousse à faire tout ceci. Vraiment, il faut qu'ils nous sauvent. Il faut qu'ils nous sauvent. Sinon, c'est grave. Sinon, c'est comme ça, ils vont finir avec nous tous dans les champs là.
Dans cette même lancée, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont toujours d'actualité dans la commune de Malanville, comme dans plusieurs autres localités du Bénin. Malgré l'interdiction de la transhumance transfrontalière, l'on remarque parfois la présence de certains éleveurs étrangers à la recherche d'herbes pour leurs troupeaux dans les champs. Je vous invite donc à suivre ici. David Labo a traité donc le sujet avec un responsable de l'UCOPER ici à Malanville. Voici le reportage qu'il nous propose. Depuis quelque temps, dans un décret, le gouvernement béninois a interdit la transhumance transfrontalière au Bénin. Mais malgré cette interdiction, plusieurs éleveurs étrangers trouvent d'autres moyens pour transiter sur le sol béninois avec leurs troupeaux. Aboubakar Guidado est le président de l'ICOPER ici à Malanville. Il évoque ici les difficultés que rencontrent ces éleveurs qui s'adonnent à cette pratique. La transhumance transfrontalière est interdite au Bénin. Cette transhumance est vraiment une peine pour les éleveurs. Parce que non seulement ça, comme c'est interdit, pour qu'ils fassent leur entrée dans le Bénin, c'est un grand problème. Et à leur entrée au niveau du fleuve, d'abord, c'est un problème. Parce qu'il faut qu'ils mettent tous les moutons là dans le fleuve. Selon le président de l'ICOPER Malanville, les aires de pâturage font défaut dans notre commune. Le même constat se fait en ce qui concerne les couloirs de passage des animaux. Au niveau de notre commune ici, l'espace, il n'y en a pas. Il y a d'autres arrondissements même qui n'ont même pas un aire de pâturage. Même un seul aire de pâturage, ils n'en ont pas. Ceux-là qui en ont encore, les gens sont en train de rentrer dedans et ils défrichent un peu, si bien que encore ça devient rare. Parce qu'il y a d'autres arrondissements, même pas un seul mètre carré d'aire de pâturage. C'est au niveau des couloirs de passage même que les gens font paître leurs animaux. Ils sont obligés d'emprunter les couloirs de passage. Pour faire face à cette situation, Aboubakar Guidado préconise la sédentarisation des éleveurs et la multiplication des champs de fourrage. Il y a Procer qui est en train d'organiser quelque chose par rapport aux boutures fourragères ou bien aux champs fourragers. Il y a de la semence qui est partout dans nos arrondissements qu'on est en train de distribuer aux éleveurs pour qu'ils puissent semer. Par exemple, le moukouna. Moi-même, j'en ai fait au moins 2 hectares de moukouna pour que je puisse leur donner. Ils vont manger. C'est très important. Il faut vraiment garder ce que tu peux garder, serait-ce que pour pouvoir vivre en paix. Il faut que les éleveurs se sédentarisent pour ne pas aller en transhumance telle que les gens se le faisaient avant. Le président de l'ICOPER Malanville lance par la même occasion un appel à l'endroit des autorités communales. Aboubakar Guidado. Les autorités communales de bien vouloir quand même voir dans quelle mesure pouvoir sécuriser les aires de pâturage. Parce qu'il n'y a pas d'aires de pâturage. Ceux-là qui sont destinés au pâturage, là, la commune n'a qu'à tout faire pour vraiment sécuriser ces terres-là. Tout moment, on est avec la mairie, mais néanmoins, les choses dandinent. Il faut que les gens puissent vraiment nous aider à décanter cette situation. La sédentarisation des éleveurs est une priorité pour le gouvernement béninois. Une solution efficace pour limiter les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs et par ricochet garantir la paix dans nos communautés. Merci à vous, David Labo, pour ce reportage qui colle justement à cette actualité. Mesdames, Messieurs, je voulais annoncer un titre. L'amicale des anciens élèves et professeurs du collège d'enseignement général 1 de Malanville se sont retrouvés dans l'enceinte du dit collège pour échanger et discuter du développement de cet établissement qui les a vus grandir. Reçu dans l'émission Bonjour Malanville sur la radio Sota FM par Lukman Woroutiou, les responsables de ce creuset entreprennent des démarches pour répondre à un certain nombre de besoins. Par ailleurs, ces derniers envisagent dégager définitivement le dépotoir sauvage situé à quelques mètres du portail principal du CG1. Je vous invite à suivre pour plus d'explications Ali Kondo. Il est vice-président de l'amicale des anciens élèves et professeurs du collège d'enseignement général 1 de Malanville. Nous sommes réunis, nous avons dit que vraiment il faut que nous répondions à un certain nombre de besoins du siège. Et dès qu'on l'a constaté sur le champ, nous avons pris un rendez-vous avec l'entreprise qui est sur place à Malanville, qui est en train de
construire la route Sorobat. Et nous avons rencontré le directeur lui-même. Il a fait une descente et il a constaté vraiment, le truc, il a dit bon, de nous approcher de la mairie, donc sous le contrôle de la mairie, qu'il va vraiment dégager ce dépotoir. Donc c'est chose acquise par la grâce de Dieu. Je pense que le directeur du CEG Mananville, avec notre collaboration, nous allons nous approcher de la mairie pour qu'ensemble qu'on dégage ce dépotoir-là, qui n'honore pas vraiment la ville de Mananville de façon générale et le CEG en particulier. C'est dès aujourd'hui, avec le directeur CEG, il n'y a pas de temps à perdre pour ça parce que vraiment, c'est pas bien d'avoir un dépotoir à côté du CEG. L'institution, sinon la grande institution de là où on a la connaissance en Mananville, c'est pas bien. Le CEG Mananville, c'est une figure, un édifice qu'on ne doit pas vraiment négliger jusqu'à ce niveau. Plus loin, ces derniers ne pensent pas s'arrêter en si bon chemin. Les actions dont le mobilier, table et bancs sont faites et ne comblent donc pas les attentes selon les responsables. C'est pourquoi ils appellent les autres associations à se joindre à eux. Ceci pour un développement commun du collège d'enseignement général 1 de Mananville. Extrait du propos de Ali Kondo. Oui, comme vous allez le constater, nous sommes venus avec le peu qu'on a pour le moment et arrivé sur le terrain, on a fait le constat et désormais on sait ce qui nous attend. Nous et tout le monde, puisque l'amicale n'est pas la seule. Et il y a, à part l'amicale, nous qui sommes dans l'amicale, il y a nos frères, nos amis, nos camarades avec qui on a eu à passer le temps dans la boîte, ou bien nos aînés qui sont dans la ville, aujourd'hui sont des opérateurs économiques et il y a plein de cadres parmi nous. Et vous savez qu'aujourd'hui, si moi je vais regarder dans le rang des élèves qui ont pris part au CEG depuis 1971, c'est seulement le président de la République qu'on n'a pas encore. On a même jusqu'à aller avoir des ministres, des députés, on a tout. Aujourd'hui, pourquoi ne pas revenir à la maison et penser à la maison avec le cri de cœur de nos enfants, de nos jeunes frères, aujourd'hui en besoin. Donc nous allons solliciter l'aide de nos aînés, l'aide de nos camarades qui sont dans la ville et nous allons travailler en tant que membres de l'AEP en collaboration avec nos camarades qui ne sont pas dans le bureau. On va travailler, on va mettre les choses en place pour appeler les autres à nous aider à avoir ce qu'il faut pour le sujet. Puisque le besoin, ce n'est pas un petit besoin. Donc on fera tout possible, de notre possible pour y arriver. Mesdames, Messieurs, nous restons toujours au plan local. La période de la saison pluvieuse est une période de forte inondation dans certaines localités du Bénin. C'est le cas par exemple du quartier Galiel, communément appelé Harbana, ici à Mananville. Depuis quelques jours, l'on note déjà des inquiétudes dans le rang des habitants du quartier. Ces derniers prennent déjà les dispositions pour vider les lieux. Quelques-uns rencontrés par une équipe de nos reporters s'expliquaient extrait de leurs propos. Dans le quartier actuellement, quelques maisons sont déjà inondées. Les ménages s'apprêtent à sortir du quartier. Pour le moment, chacun cherche où aller se réfugier avant que la saison ne finisse. L'inondation qui a commencé depuis quelques semaines, mais ça n'a pas commencé par faire des dégâts d'abord. Nous sommes habitués à chaque année, mais on souhaite à Allah que ça ne nous amène pas des dégâts comme des années passées. À Robanda 3, à côté de l'Autoga, ceux-là ont commencé par prendre de pirogues, ça fait au moins une semaine. On a commencé par avertir nos populations qui sont dans le quartier de prendre leurs précautions avant que ça va commencer par augmenter. Depuis 3 jours là, on disait que ça battait, mais depuis 3 jours, ça augmente. L'eau là, ça déborde, sincèrement. Alors la manière dont l'eau là, son allure là, nous sommes en train de se préparer déjà pour déménager pour quelques mois, en attendant que l'eau là parte. Ces habitants rencontrés profitent de notre canal pour lancer un appel vibrant aux autorités compétentes et par la même occasion proposent quelques approches de solutions. Suivez plutôt. Nous demandons à l'autorité de Mananville de bien vouloir nous aider, de nous chercher des maisons vers Tasitegi là-bas. Sinon, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas aller louer une chambre en ville. Franchement, nous souffrons à Robanda ici. Nous demandons au maire de Mananville de bien penser à nous, de nous aider. Chaque année, c'est la même chanson. Nous sommes dépassés dans ce quartier. S'ils peuvent creuser de grands trous qui vont entourer tout Galiel, ce serait mieux. Ils creusent profondément. L'eau qui nous dérange là peut rentrer vers là-bas.
C'est quelque chose que nos autorités même connaissent à chaque année. C'est pas cette année seule. À chaque année, ils connaissent quand il y a le mois d'août là, en septembre là, août-septembre, il y aura des inondations. Eux-mêmes savent. C'est à eux de savoir parce que c'est pas cette année seule que ça a commencé. Ça fait des dizaines d'années que ça a commencé. Et voilà que nous, on ne peut pas quitter dans le quartier. Nous sommes déjà habitués. Nous voulons de leur aide quand même. On demande aux autorités de veiller nous aider. S'il y a un moyen qui peut arrêter l'eau là, il peut utiliser pour arrêter l'eau là, ça serait bon pour nous. Veuillez nous aider. Pardonnez, veuillez nous aider. Mesdames, Messieurs, on observe juste une courte pause. C'est la pause qui s'impose. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Retour dans ce studio, c'est donc la dernière ligne droite de ce journal. Une note en sport très rapidement par ici. Préliminaire de la Coupe de la CAF 2025. Premier tour, j'allais dire, Dadia FC franchit donc le cap du premier tour. Le vice-présent. Le vice-champion du Bénin s'est qualifié ce samedi 24 août pour le deuxième tour de la Coupe des Confédérations 2024-2025. Lors du match retour du premier tour, le club d'Arplaoui l'a emporté à domicile face à l'équipe nigérienne. Déjà, il faut noter que sur l'ensemble de la double confrontation, le club béninois s'impose 2-3 et affrontera en septembre prochain la Renaissance sportive de Québec au Maroc, donc au deuxième tour. Très rapidement, autre nouvelle en matière du sport, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 débuteront le 2 septembre prochain avec la première journée suivie de la deuxième le 10 du même mois, alors que chaque nation met les bouchées doubles, explique discrètement. Pour d'autres, l'objectif reste le même, entamer cette campagne sur les chapeaux de roue du côté des Guépards du Bénin, bien que les préparatifs soient en cours de manière discrète sous la direction du sélectionneur général et de son équipe. L'importance de cette campagne africaine est irréversible. Mesdames, Messieurs, à présent, on installe confortablement David Labo. C'est pour les nouvelles hors de nos frontières. David Labo, bonjour. Bruno Gakli, bonjour. Avec vous, nous parlons de l'actualité hors de nos frontières et nous démarrons avec le Mali. Des questions autour d'une attaque meurtrière de drones, vous nous dites. Oui, Bruno Gakli, au Mali, des frappes des drones meurtrières ont eu lieu ce dimanche à Tinzoantène, une localité malienne située à la frontière avec l'Algérie. Pour l'armée malienne, ces frappes ciblaient des terroristes, alors que pour les rebelles maliens du cadre stratégique et permanent, ce sont des civils qui ont fait des faits de ces attaques. Dans un communiqué, les rebelles maliens du cadre stratégique et permanent affirment: l'armée malienne et ses alliés combattants du groupe russe Wagner ont mené ce dimanche des frappes à l'aide de drones à Tinzaouaten, non loin de la frontière algérienne dans le nord du Mali. Au Togo, cette fois-ci, avec vous, David Labo, première interpellation après l'enlèvement de l'activiste béninois Steve Amoussou. Que comprendre? Oui, Bruno Gakli, au Togo, le procureur de la République du Togo est sorti de son silence ce dimanche 25 août pour clarifier et parler des circonstances des personnes qui auraient procédé à l'enlèvement de l'activiste béninois Steve Amoussou à Lomé. Les enquêtes du procureur révèlent les noms des 4 personnes identifiées et leurs complices, dont 2 sont entre les mains de la police. C'est une affaire prise très au sérieux de part et d'autre de la frontière entre le Bénin et le Togo. Après l'enquête, un communiqué du procureur a été lu ce dimanche sur la télévision nationale. Une esthéticienne de la National
nationalité béninoise établie à Lomé et a été identifié comme personne ressource qui aurait aidé les ravisseurs à localiser les appartements de l'activiste. Merci à vous, David Labo, pour toutes ces informations, notamment hors de nos frontières. Et c'est juste derrière vous que nous installons confortablement le commandant Wouroutio dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Rebondissement dans le dossier Frein Ouvi. Ce lundi, début de semaine, les journaux rapportent dans leur large majorité la réaction de l'État togolais. Principal sujet abordé, les confrères renseignent qu'après l'arrestation de Steve Amoussou à Lomé, les autorités togolaises haussent le ton. C'est d'ailleurs un titre du quotidien Soleil Bénin Info. Le journal rapporte que selon les informations, le Togo vient d'engager une action judiciaire contre des Béninois. Le Togo a émis des mandats d'arrêt internationaux contre les ravisseurs de Steve Amoussou d'après la publication qui fait savoir que 3 des 4 personnes présumées enlevées de Steve Amoussou ont été identifiées et leurs fiches transmises à l'Interpol selon les mêmes sources. À en croire le quotidien, le procureur de la République a fait une sortie officielle hier dimanche dans le journal télévisé de 13h sur la chaîne togolaise où il a fait beaucoup de révélations. 2 personnes ont été arrêtées à Lomé dans ce dossier, précise la publication, mais également l'autre quotidien. Pour le Télégramme, ces 2 individus sont placés sous mandat de dépôt pour complicité d'enlèvement. Le Togo ouvre ainsi une enquête. Des mandats d'arrêt internationaux sont émis contre 4 Béninois, titre en manchette le journal. Alors enfin, une réaction du côté du Togo, souffle en manchette Info Matin qui se demande si on s'achemine vers un feuilleton au long cours. La boussole, le Canal du Nord, Libération, l'événement précis d'Aïbi Info, le meilleur, Nord-Sud quotidien, la Nouvelle Tribune, sans oublier Matin Libre et l'informateur résume que les facilitateurs au nombre de 2 sont jetés en prison. Les ravisseurs, eux, sont sous mandat de dépôt international. C'est une réaction énergétique de Lomé, estime Bénin Intelligent qui souligne que le Togo démasque les membres du commando qui a opéré avec succès ce que d'aucuns considèrent comme rapt de Frère Ouvi. Parmi eux, le patron du Centre national d'investigation numérique rapporte le journal renchéri par quotidien Le Meilleur qui retient que le communiqué du procureur mentionne d'autres suspects comme Wanelo Medegan, directeur général de l'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information, et Bagidi Tode Dopo, manager de l'artiste Vano Baby, tous 2 recherchés par la justice. Les actions menées sur le sol togolais sont qualifiées par le procureur de la République à Lomé de violations graves du droit international et des conventions en matière de coopération pénale internationale pouvant être assimilées à des actes d'enlèvement ou de séquestration, rapporte Le Meilleur. Alors s'interroge le Canal du Nord et Matin Libre, s'achemine-t-on vers un bras de fer entre le Bénin et le Togo? Quotidien Soleil Levant semble répondre lorsqu'il soutient que ce dossier jette désormais une ombre sur les relations entre le Togo et le Bénin. En commentaire, Matin Libre souligne que par cette attitude chelou, le Bénin s'illustre négativement pour une nouvelle fois à l'étranger. Avec ses mandats d'arrêt émis, signe de protestation, c'est un nouvel épisode qui s'ouvre dans ce brouhaha entre les 2 pays voisins aux relations déjà conflictuelles, termine le Canard. Et d'ailleurs reste dubitatif, dynamise Info. Et si le Bénin s'était trompé sur la personne après que Steve Amoussou dit ne pas être Frein Ouvi, et si le Bénin s'était trompé sur la personne recherchée? Le chroniqueur se comparait déjà au vent inarrêtable, rappelle mon confrère. Pendant ce temps, dans le reste, au chapitre politique, la Nouvelle Gazette informe qu'après l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, la mouvance présidentielle accouche d'un autre bloc politique. François-Xavier Attadegui est le président de ce parti, le Parti pour l'emploi et l'épanouissement du peuple, prêche en manchette le journal. En tout cas, prévient le potentiel pour les partis politiques désireux de conquérir le pouvoir en 2026. Le casse-tête est là. Mon confrère voit 20% de moyenne électorale comme un suicide collectif redoutable.
et carnet noir pour finir. Info Matin d'Aïbi Info, l'informateur, Soleil Levant, le Soleil Bénin Info, Libération et le meilleur pleure. Le décès de Razak Babatunde Olefengi. Le président directeur général du groupe Toundé s'en est allé hier dimanche à l'âge de 68 ans des suites d'une maladie. Se consterne mes confrères. Oui, ce géant de l'industrie béninoise s'est éteint, écrit le Soleil Bénin Info, pour lequel c'est un départ qui laisse un vide. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Et bien voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette session d'information. Retour sur l'essentiel en titre, 5 blessés graves et des hectares de maïs de coton dévastés par des hommes et leurs troupeaux. C'est donc le triste bilan d'une attaque faite par les éleveurs dans un champ à Bouifort. Nous sommes là dans un village de l'arrondissement de Guinée. Vous avez suivi les témoins dans ce journal. Pendant ce temps, les responsables de l'amitié des anciens élèves et professeurs du collège d'enseignement général 1 de Malanville étaient l'invité de l'émission Bonjour Malanville sur la radio Sota FM. Au cœur des échanges, les actions à entreprendre pour mieux faire rayonner l'image de ce lieu de savoir. Vous avez suivi le témoignage et les explications de Ali Kondo. Il est le vice-président de cet amical. Vous avez suivi en autre sport les préliminaires de la Coupe de la CAF 2025 d'Adjé FC qui franchit donc le cap du premier tour, sans oublier les éliminatoires de la CAN 2025. Les Guépards du Bénin face à l'urgence brillent sur la scène africaine. D'autres nouvelles au plan local et national ont meublé cette session de l'information à la boucle, la revue de presse nationale de Lukman Routchéou. Mesdames, Messieurs, ce sera tout. Merci de l'avoir suivi. Collaboration technique, on retrouve Moudjaïd Oruyo à l'édition, à la réalisation de cette demi-heure d'information. Faridat Sani en direct depuis les studios A pour la présentation. Bruno Gakri, c'est mon nom. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom.